Arthur Koenigsberg, effectivement, Donald Trump dit tout haut ce que Biden pensait tout bas. Oui, exactement. Il y a quand même une certaine continuité stratégique entre le passage de l'administration Biden à l'administration Trump. Il n'y a pas énormément de surprises sur le contenu de la conversation entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Si on a bien écouté Donald Trump pendant sa campagne, il fallait être tout de même un peu naïf pour penser qu'il allait dévier des propos qu'il pouvait tenir sur Fox News et qui pouvaient dévier de la politique étrangère des États-Unis qu'il annonçait. Ça, là-dessus, c'était un premier pas vers de naïveté. On savait que Donald Trump voulait un deal très vite entre les Ukrainiens et les Russes. Et il y avait des prérequis pour cette pré-négociation entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Et il fallait qu'il accède à certaines revendications du Kremlin. Je pense que les Ukrainiens également en doutaient. Mais c'est maintenant que le plus dur commence. Ah, c'est le plus dur. C'est-à-dire que dans les revendications du Kremlin, notamment sur les concessions territoriales, on dit, et il est plutôt admis effectivement, que les Ukrainiens ne retrouveront pas leurs frontières d'avant 2014. Certes, pas la Crimée, ni une partie du Donbass. Mais constitutionnellement, la Fédération de Russie considère qu'elle a annexé, enfin pas qu'elle a annexé, mais que les 4 oblasts entiers font partie de la Fédération de Russie. Or, actuellement sur le terrain, ce n'est pas la réalité. Elle ne contrôle pas ces 4 oblasts. Et c'est là-dessus que Trump va avoir de grandes difficultés. Soit il convainc les Ukrainiens, mais on ne sait pas comment, de lâcher une partie des territoires que les Russes n'ont pas réussi à conquérir militairement, soit il convainc les Russes de dire non, bon, vous allez faire quand même des modifications de votre constitution, retracer les frontières des oblasts que vous avez annexés constitutionnellement. Enfin, ça, là-dessus, c'est un vrai obstacle des négociations qu'on voit venir. Évidemment, bien sûr, c'est qu'il y a une première étape là. Ouais. Le problème, c'est que quand on négocie, on n'abat pas ses cartes de cette façon-là, en disant, ben voilà, ça c'est donné, ça c'est donné. En fait, l'idée, c'est quand même de maintenir une ambiguïté pour garder des cartes dans son jeu et pour céder sur certains points et en garder d'autres. Là, on a l'impression, et c'est là où Kiev, en effet, vit très mal ce qui est en train de se passer, cette brutalité. On a l'impression que ça y est, en fait, il accède déjà à énormément des exigences de Donald Trump, là où la précédente administration et où les Occidentaux en général, même si encore une fois beaucoup savent que reprendre les territoires conquis, ça va être très difficile, mais il y avait quand même une espèce d'ambiguïté, en tous les cas, de ne pas vouloir qu'il y ait un primat de la force sur le droit international. Et là, on a l'impression qu'il balaye tout ça d'un revers de main. Et c'est ce que regrette fortement le ministre de la Défense allemand. Écoutez. Je le dis, c'est regrettable, mais c'est la vérité. L'administration Trump a déjà fait des concessions publiques à Poutine avant même que les négociations aient commencé. Est-ce que c'est pas finalement l'électrochoc dont on avait besoin, nous Européens? Là on parle de l'OTAN, mais nous Européens, c'est-à-dire que voilà comment on nous parle maintenant, voilà comment l'allié américain nous parle maintenant. Oui, mais il faudra combien d'électrochocs? C'est-à-dire que depuis 2014, on parle d'électrochoc pour les Européens. Ouais. Après l'invasion de la Crimée et d'une partie du Donbass, depuis le 24 février 2022, on parlait d'un électrochoc nécessaire pour les Européens. Et depuis, on n'a rien fait. On n'a pas rien fait. Ouais. Non, il faut pas noircir le tableau, diminuer ce qu'a fait l'Europe et certains pays européens. Il ne s'agit pas de le diminuer, mais il s'agit de dire on n'a pas fait suffisamment. Aujourd'hui, on n'a pas fait suffisamment pour protéger la souveraineté des pays européens et on n'a pas fait suffisamment, surtout, pour soutenir l'Ukraine, pour avoir un plan B en cas où les États-Unis arrêteraient d'aider militairement l'Ukraine. Il n'y a pas de plan B aujourd'hui pour l'Ukraine depuis le 24 février 2022. Il faut en être conscient. Et les Européens ont enchaîné les discours, ont enchaîné les mots, ont enchaîné les déclarations, ont enchaîné les communiqués, mais les actes peinent à prouver la détermination et la volonté des Européens. Et aujourd'hui, les Américains mettent les Européens dans une pénible contradiction. Parce que ce qui n'a pas été dit à ce sommet de l'OTAN, les Américains demandent aux Européens de mettre leurs dépenses dans leur budget militaire à près de 5% de leur PIB. Oui, mais pour faire quoi? Est-ce que c'est pour acheter des armements américains ou c'est pour développer l'industrie européenne? Et c'est ça le non-dit.
C'est ça le non-dit, parce que... Mais la réponse, elle est dans... Dans l'idée des Américains, bien sûr, acheter des armes européennes. Et là-dessus, c'est vraiment le combat que la France mène, hein, bien sûr. Au sein de l'Alliance, au sein de l'Union européenne, en fait, davantage, en disant si l'Union investit davantage dans son armée, enfin dans l'armement militaire, à ce moment-là, il faut acheter européen. Il faut absolument acheter européen et développer justement nos lignes de production et arrêter d'aller dépenser de l'argent pour acheter aux États-Unis. En tout cas, notre ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, le reconnaît, on est face à un moment de vérité. Avec un certain nombre de pays du nord de l'Europe, nous allons nous joindre à des initiatives, notamment en matière de drones de surface en Baltique, pour là aussi être capable de répondre à la menace russe telle qu'elle se dessine devant nos yeux pour les années qui viennent. En tout cas, c'est un grand moment de vérité. Il y aura beaucoup d'engagement de Paris pour la sécurité de l'Alliance, avec aussi les positions classiques françaises d'autonomie, évidemment, et la volonté de ne pas être systématiquement alignés. Mais en tout cas, c'est le moment de la lucidité et c'est le moment de la gravité, sans faire preuve de faiblesse. Voilà, on est face à un moment de vérité. Jade nous a rejoint. Jade, donc l'Europe doit muscler sa défense, mais est-ce qu'elle en a les moyens? Alors déjà, ce qui est sûr, c'est que le monde a pris la voie du réarmement, l'Europe inclus, mais pas suffisamment. La preuve en chiffres, les dépenses mondiales pour la défense ont grimpé de plus de 7% en 2024, avec un total dépensé de plus de 2400 milliards de dollars. Vous le voyez sur cette infographie. C'est historique, je regardais, on était plutôt autour de 1000 milliards de dollars après la Seconde Guerre mondiale. Le plus gros des dépenses a été absorbé par l'OTAN. Le problème, avec donc vous le voyez 1400 milliards de dollars. Le problème, c'est que les 2/3 ont été dépensés par les États-Unis. L'Union européenne l'année dernière n'a dépensé que 442 milliards de dollars pour la défense. Alors c'est certes plus que ce qu'elle n'a jamais fait auparavant, mais on est encore très loin du compte. Il y a 2 objectifs pour l'Europe. Atteindre la barre des 3% du PIB pour le budget de la défense, c'est ce que suggèrent certains au sein de l'OTAN. Pour cela, il faut que l'Europe dépense 250 milliards d'euros supplémentaires, 241 milliards d'euros supplémentaires, 250 milliards de dollars. Même si on met maintenant la barre au niveau du seuil fixé par Donald Trump, à savoir les 5%, c'est 750 milliards de dollars qu'il faut aller trouver. Autrement dit, impossible pour les experts de l'Institut britannique qui fournit tous les chiffres que je viens de vous donner. L'Europe est certes sur une tendance à la hausse, puisqu'elle a quand même augmenté de plus de 11% ses dépenses par rapport à l'année 2023, mais avec la persistance des besoins budgétaires dans la plupart des pays européens, il sera probablement, vous le voyez, difficile de maintenir une telle augmentation. J'ai regardé juste par curiosité ce qu'il faudrait pour que la France atteigne justement ces exigences de 3 et 5%. En France, notre budget de la défense, c'est actuellement 2,1% du PIB, soit à peu près 60 milliards d'euros. Si on grimpe à 3%, il faut trouver 30 milliards supplémentaires. Si on grimpe à 5%, c'est plus de 90 milliards d'euros qu'il faut trouver. Inutile de vous rappeler les difficultés qu'on a à trouver l'équilibre pour nos finances. Voilà, donc quand on voit ces chiffres, effectivement, ça donne un peu le tournis. Solution: acheter européen, effectivement, c'est une piste. Donc, autrement dit, ne surtout pas reproduire les choix précédents de l'Allemagne qui avait choisi d'acheter des avions américains et pas des avions européens. Deuxième solution, emprunter ensemble. Les 27 débattent actuellement pour possiblement emprunter 500 milliards d'euros sur les 10 prochaines années. Ce sont les besoins qui ont été identifiés par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. C'est une somme 5 fois plus importante que celle qui était précédemment évoquée à un moment par Thierry Breton, ancien commissaire européen. Très intéressant. Le mot que je vais retenir là, c'est ensemble. Ensemble, effectivement. C'est peut-être la solution. Parce que si je comprends bien là ce que disait Jade, finalement, alors quand on dit l'Europe doit se réveiller, concrètement, ça veut dire quoi? Se réveiller, donc il faut arriver aux 5% dans la défense. Bon, on a compris que c'était impossible. Monter une armée européenne, on comprend que c'est impossible, mais peut-être, si enfin l'Union était unie, on y arriverait peut-être, non? Ah oui, parce qu'une Europe unie est beaucoup plus puissante à beaucoup d'égards face à la Russie. Et elle est plus puissante à beaucoup d'égards que la Russie. Donc il y a ça aussi qui est à la rubrique ressentiment en Ukraine, y compris il y a quelques déclarations qu'on peut lire entendre avec amertume de la part des autorités allemandes, notamment de Pistorius, parce qu'en fait ça fait combien de temps que les Ukrainiens réclament les Taurus, les fameux missiles Taurus. Les Ukrainiens, sur la question des territoires, les Ukrainiens, y compris des militaires, beaucoup de militaires ukrainiens, expliquent techniquement avec des armes
armes, avec les armes suffisantes, ce serait possible de récupérer les territoires. Donc après, on peut décider, comme le cow-boy pour reprendre Magali, j'aime beaucoup, ou le shérif, le nouveau shérif en ville, c'est un peu facile de dire c'est impossible. Techniquement, avec suffisamment d'armes, c'est possible. Et les Ukrainiens, et je fais référence aussi à un tweet du ministère des Affaires étrangères ukrainien pas plus tard que ce matin, c'est la carte de l'Ukraine jaune et bleu avec la superficie, 668 km², c'est un message pour tout le monde. Et pardon, mais les Ukrainiens n'accepteront jamais de reconnaître ces territoires comme russes. Donc après, il y a techniquement, militairement, oui, c'est compliqué. Il n'y a pas assez d'armes. Maintenant, il y a beaucoup de déclarations qui disent si c'est pas maintenant et si c'est pas militairement, ce sera un jour ou l'autre d'une autre façon et pourquoi pas militairement plus tard aussi. Donc ça, les Ukrainiens, et c'est dit à beaucoup d'endroits, il n'y aura pas de deal sur les territoires ukrainiens sans les Ukrainiens. Ils ne l'accepteront pas. Et ça aussi, à la rubrique, électrochoc et choc, etc., je crois qu'on n'a pas fini d'être surpris par la résistance ukrainienne qui ne s'est pas couchée devant Moscou et ne se couchera pas devant Washington non plus. Non. Mais est-ce que ça peut pas être effectivement, il y a ce coup de téléphone donc hier, où clairement on fait comprendre aux Européens qu'ils ne comptent pas, et puis il y a ce coup de semonce où je ne sais pas comment on dit cette réprimande ou cet effet sidérant du secrétaire d'État à la défense américain hier face à l'OTAN. Est-ce que ça peut pas être un effet Trump qui nous secoue, c'est-à-dire que pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on se dit ça y est, c'est temps, il est temps, il faut se détacher du grand frère américain. En tout cas sur la défense. C'est une révolution à opérer pour l'Europe. C'est pas qu'un réveil. C'est-à-dire pas seulement depuis la Seconde Guerre mondiale, mais surtout depuis la fin de l'URSS et la fin des années 90, on a une grande partie des pays européens, notamment ceux d'Europe centrale et orientale, qui doivent leur protection et la protection de leur pays à l'allié américain et à l'OTAN. C'est-à-dire qu'une grande partie de leur pensée stratégique s'insère et s'inclut dans l'OTAN et dans la protection américaine. Et aujourd'hui, le choix de l'Europe, le choix que doivent faire les Européens, c'est-à-dire de se diriger vers une autonomie stratégique européenne ou une souveraineté stratégique européenne, c'est un choix dur. Parce que le modèle dans lequel nous étions était très simple. Nous achetions du matériel américain et donc nous étions protégés par les Américains. Mais aujourd'hui, si nous n'achetons plus américain, nous n'avons plus cette garantie américaine. Et de toute façon, avec les déclarations des dernières semaines, l'allié américain n'apparaît plus vraiment comme fiable. Alors quelle est l'alternative aujourd'hui pour l'Europe ? Et loin de cette envie de souveraineté stratégique européenne ou d'autonomie stratégique européenne, on sent plutôt la tentation de certaines capitales d'aller plutôt en bilatéral, aller voir Trump et dealer, toujours plus dealer, l'achat de matériel américain pour acheter la protection américaine. Il n'y a pas vraiment de prise de conscience des Européens. Ouais. Oui, mais en fait, il y a une différence qu'il faut comprendre entre nous, Français, et les autres. Nous, on a la dissuasion nucléaire. Oui. Quand vous êtes allemand, vous n'avez pas cette protection-là. Donc, vous ne voyez pas les choses pareilles. Vous ne voyez pas les choses de la même façon. C'est-à-dire que aller acheter américain, c'est s'acheter sa protection aussi. C'est l'assurance aussi que les Américains viendront vous défendre si un jour ça tourne mal. Donc, en fait, c'est là où l'Union européenne a tellement de mal à avancer, parce que quand on dit acheter européen ou emprunter. Alors acheter européen, donc il y a les résistances en effet de pays qui veulent vraiment garantir d'être dans les bonnes grâces des Américains au cas où, parce qu'ils n'ont pas cette dissuasion nucléaire, à commencer évidemment par l'Allemagne. Et puis même, acheter européen, ça voudrait dire que la production européenne est en capacité de vraiment prendre la place que prend les États-Unis aujourd'hui. C'est pas le cas. On n'a pas atteint les niveaux de production. Quant à l'endettement européen, là on se dit c'est ça la bonne idée. Aujourd'hui, nous, on a tellement de problèmes budgétaires, donc faire un espèce de grand emprunt style post-relance Covid où on avait emprunté. Le seul problème, c'est que là aussi, on tombe sur des États européens qui disent non,
Non, mais ça suffit, l'endettement. Et là, ce qu'on appelle à Bruxelles les États frugaux, l'Allemagne, les Pays-Bas, ce genre de pays qui ne veulent pas de grand emprunt, qui trouvent que la somme de 500 milliards, elle est astronomique et qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui. Ça va être très difficile, mais alors il est certain que l'arrivée de Donald Trump et de son équipe quand même va pousser à certains choix. Et vous savez, ça va secouer les choses. Il y a une dizaine de jours, les Européens se sont retrouvés à Bruxelles dans une espèce de séminaire. Ils avaient appelé ça une retraite. Donc il n'y a rien qui en est sorti, pas de conférence de presse, pas de déclaration finale. Mais l'idée, c'était vraiment d'essayer de trouver quand même une réponse face à Trump. Mais c'est extrêmement compliqué parce que Trump met une pression permanente. Là, il annonce une conférence de presse pour ce soir sur les droits de douane. Et on voit bien qu'il va mettre une pression sur l'Europe. Alors, je peux être naïve. Aline le disait quand même, si on se mettait tous ensemble, on a les moyens de résister. On n'a pas les moyens de résister, si on parle économiquement parlant, les droits de douane, on ne peut pas répliquer à Donald Trump. Vous faites ça, mais nous aussi, on va le faire. Les droits de douane, on a à la limite les moyens de répliquer, sauf que, pareil, il va y avoir cette tentation permanente d'aller négocier, comme le disait Arthur, en bilatéral, pour s'assurer de la protection américaine, pour s'assurer d'une certaine ouverture du marché américain aux voitures européennes. La tentation d'aller chacun défendre sa position, elle est là, mais il y a les moyens de répondre, bien sûr. Il y a les moyens, mais il les faudrait, parce que là on voit, est-ce que l'OTAN, ça y est en état de mort cérébrale, mais alors c'est peut-être la fin de l'OTAN et la fin de l'Europe. Non, pas encore. Non, mais l'OTAN est secouée par l'arrivée de Donald Trump, c'est une évidence. Puis vous savez, premier mandat, il y a eu un moment véritablement où Trump a évoqué l'idée de sortir de l'OTAN, sauf qu'il y avait ce qu'on appelle les adultes dans la pièce, les généraux, qui ont dit non, attendez, c'est pas possible, on va le ramener à la raison. Quels sont les adultes dans la pièce aujourd'hui ? C'est ça le problème aussi. Il est entouré de fidèles parmi les fidèles.